Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, où que vous soyez sur les 5 continents, bienvenue sur votre plateforme digitale d'information générale Mali Online. Mali Online émettant de Bamako vers le monde entier, de Bamako vers toutes les régions du Mali et de l'étranger vers le Mali. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le débat traditionnel de Mali Online. Cela fait quelque temps qu'on s'était perdu de vue. Nous repartons de belle avec les débats de Mali Online. Aujourd'hui, nous avons comme invité l'imam Mohamed Diko. De la société civile à la religion, l'homme pèse aujourd'hui sur le pays. L'imam Diko, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Imam Diko, une année après les manifestations du M5 contre Ibeka, ayant entraîné des morts devant votre mosquée, notre rédaction a souhaité vous rencontrer pour évoquer ce sujet, mais aussi jeter un regard sur la situation sociopolitique actuelle du Mali. L'imam Diko a commencé par les victimes des événements des 10, 11 et 12 juillet 2020, un an après. Quel sentiment vous anime? Merci bien. Le sentiment qui m'anime est un sentiment d'insatisfaction, mais aussi d'espoir. Je ne suis pas encore satisfait parce que il y a eu des victimes, on n'en a pas parlé, mais je pense, j'ai de l'espoir que dans peu de temps, ce dossier trouvera une solution. Mais pour les victimes, je l'ai dit et je le redis, l'imam Diko ne cherche pas la vengeance. Nous cherchons la justice. Comme le dit le sage de Banyagara, il y a votre vérité, il y a ma vérité. Entre nos deux vérités, il y a une autre vérité. Donc, on donne la chose à la justice pour que justice soit rendue. Alors, Imam Diko, qu'est-ce qui se fait qu'à ce jour, aucun auteur n'a été identifié? À qui la faute? Je crois que maintenant que la justice s'est saisie du dossier, il faut donner du temps au temps. C'est des questions très sensibles. Ce n'est pas des questions qu'on peut juger du jour au lendemain. On ne peut pas aussi pointer du doigt des gens comme ça pour aller les prendre. C'est pour cela que je parlais de justice. Et nous faisons confiance à cette justice, Inch'Allah. Alors, Imam Diko, dans notre précédent échange, vous avez fait état d'une transition qui patinait. Vous avez alerté. Ceux qui avaient du mal à trouver ces repères. 2 mois après, les auteurs du changement rectifiaient leur tir en mettant en avant le M5. Comment voyez-vous cet état de fait? Écoutez, nous sommes dans une situation qui n'est pas très aisée. C'est une situation très difficile, aussi bien pour ces acteurs dont vous parlez que le peuple malien aujourd'hui. Je pense réellement qu'ils ont fait quelque chose et nous sommes en train d'observer et voir. Il serait trop tôt aujourd'hui de se prononcer sur ce qui a été fait et ce qui va advenir pour le moment. Je pense, je l'ai dit en son temps et je répète ça encore, ma conviction aujourd'hui c'est que aucun groupe d'hommes, aucun individu ne peut à lui seul trouver la solution pour le Mali. Donc, il faut nécessairement que les gens se mettent ensemble, qu'on conjugue nos efforts pour essayer de sortir de cette situation. Imam Diko, d'aucuns pensent qu'il y a un an, vous avez instigé la révolution malienne. Et après, vous avez fait un retour dans votre mosquée. Pourtant, la situation n'a pas évolué. C'est-à-dire que vous avez abandonné les gens. Non, je n'ai abandonné personne et je ne peux pas abandonner ce peuple malien. Ce n'est pas pensable que moi je puisse abandonner ce peuple qui m'a tout donné.
Et je veux aussi dire que cette révolution, ce n'est pas l'imam Dicko, c'est le peuple malien qui a fait une révolution. Penser que c'est l'imam Dicko à lui seul qui a mené ce combat, qui a fait cette révolution, ce serait vraiment de l'injustice. Ce peuple malien a fait. Il y a beaucoup d'anonymes qui ont payé de leur vie pour que cette révolution soit aujourd'hui. Donc c'est une révolution qui appartient au peuple malien. Et moi, en tant qu'imam, j'étais là, et par l'histoire a voulu que je joue un rôle, et je l'ai joué, j'ai joué ma partition. À un moment donné, je pensais que le meilleur choix pour moi, c'était vraiment de retourner dans ma mosquée. C'était vraiment ma façon de voir. Mais comme j'ai eu à le dire, cette mosquée n'est pas ailleurs, elle est au Mali. Et si la situation l'exige, ce que je dois faire, je le ferai, mais je n'abandonnerai jamais le peuple malien. Vous avez ressorti encore votre déclaration, pas de chèque en blanc, pas de carte de laisser aller. Ça veut dire quoi? Mais je pense que pas de chèque en blanc, c'est le peuple malien qui le dit, ce n'est pas moi. Si vous ramenez le débat à la personne de l'imam, je crois que ça va fausser un peu le débat. C'est le peuple malien. Parce que c'est pour ne pas donner ce chèque en blanc que le peuple malien est sorti. Pour faire face à quelqu'un qui a été élu. Pour lui dire, malgré que vous avez été élu, nous ne pouvons pas nous asseoir et vous voir faire ce que vous voulez. Et à partir de cet instant, je pense réellement que c'est un message clair que le peuple ne donnera plus un chèque en blanc à quelqu'un qui qu'il soit. Et c'est pour cela que je suis revenu là-dessus, pour le lui dire et le rappeler. Alors, Imam Dicko, vous êtes sorti de votre mosquée pour être avec des amis qui avaient les mêmes visions que vous. Aujourd'hui, on leur a donné le pouvoir. Est-ce que ça ne vous met pas dans une position inconfortable? Bon, pas inconfortable, au contraire. Incapable ou mal à l'aise de pouvoir les recadrer ou de Non, pouvoir non, non, pas donner des du tout. leçons? Pas du tout que moi, que ce soit eux, que ce soit quelqu'un d'autre, moi je suis dans une position, qui qu'il soit, celui qui est là, si je pense que j'ai un mot à dire, je le dirai. Je pense réellement que je n'ai pas de choix par rapport à ça. Je me suis dédié à ce peuple malien et à la situation que traverse mon pays. Les acteurs, ça m'importe peu, que ce soit eux, que ce soit ceux qui étaient là, que ce soit d'autres qui vont venir. Tant que je suis en vie et que je peux faire quelque chose, s'il y a quelque chose que je dois dire, je le dirai. Et je me réfère à celui qui est vraiment mon idole, ma référence, c'est le prophète de l'islam, qui dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bil yad. Dès que vous percevez quelque chose qui n'est pas souhaitable, il faut changer la chose. Et il faut changer. Et moi, je suis dans cette dynamique. Toute chose qui fait face à ce peuple-là, vraiment qui n'est pas quelque chose de souhaitable, si je peux faire en sorte que ça change pour aller vers le mieux-être des populations maliennes, je le ferai. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à les aider à pouvoir ragaillardir le peuple à les suivre pour aller aux élections? Ben écoutez, aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Nous devrons nous mettre ensemble. Ah, je l'ai dit, je le répète. Il ne sert à rien de tergiverser. Il faut vraiment aller à l'essentiel. Il faut que le peuple se mette ensemble pour nous mettre dans une situation où on peut parler avec les autres, on peut agir avec les autres. Aujourd'hui, pour qu'un pouvoir soit respecté, il faut que ça soit un pouvoir élu. Et pour cela, il faut vraiment qu'on sorte de cette situation d'incertitude pour aller vers une situation où nous serons des interlocuteurs valables aux yeux des autres et pour nous-mêmes. Imam Dicko, vous aviez réclamé pendant les mouvements de contestation du régime d'Ibeka un Mali courant, un Mali refondé. Selon vous, qu'est-ce qui peut être les bases de cette refondation d'un Mali nouveau? Vous savez, ce n'est pas facile souvent et ce n'est pas aisé de parler de cette refondation du Mali. Parler de refondation, ça veut dire que les fondements sont atteints. Et aujourd'hui, il faut avoir le courage vraiment de faire face à cela. Et j'ai parlé l'autre jour de la justice, le fondement d'un État démocratique, d'un État de droit,
c'est d'abord la justice. C'est ça le fondement, l'essentiel d'un État de droit. Ça, c'est ma vision des choses. Peut-être que je suis un novice, je ne suis pas un politologue, je ne suis pas un spécialiste de ces choses-là, mais je parle en homme de bon sens. Je pense réellement que c'est vraiment les véritables problèmes que nous avions aujourd'hui. C'est qu'on est en train aujourd'hui de gérer les conséquences des choix que nous avons eu à faire. Ces choix-là avaient besoin d'un encadrement, de mon point de vue, qui n'ont pas été faits à hauteur de souhait, notamment la justice. Vous savez, c'est le peuple malien qui a choisi, qui a voulu que sa justice soit cette justice que nous avions aujourd'hui. C'est le peuple qui a donné à ces juges le pouvoir qu'ils ont. Ce pouvoir-là, ce n'est pas les juges qui se sont donné ce pouvoir, c'est le peuple qui leur a donné ça. Et donner un tel pouvoir à des gens, au point où il peut priver les gens de leur liberté, c'est des gens qui sont capables d'innocenter le coupable et prendre l'innocent. Ça, vous ne pouvez pas donner un tel pouvoir à des hommes et puis les laisser sans un encadrement. Ça, c'est un débat aujourd'hui que je pense qu'il faut faire. En tout cas, même si pendant la transition, on ne peut pas les faire en profondeur, il faut poser les jalons de ce débat futur. Parce que si on ne règle pas le problème de la justice, on ne pourra pas du tout régler le problème d'un État de droit. Vous avez des hommes, c'est des hommes comme nous. Vous leur donnez tous ces pouvoirs-là sans encadrement. Ce n'est pas les juges qui doivent sortir pour chercher un statut particulier pour eux. C'est le peuple qui devrait les mettre dans ce statut particulier et leur donner ce qu'il faut. Ensuite, leur demander des comptes. Alors, Imam, certains de vos détracteurs vont jusqu'à penser que la refondation du Mali passerait par un califat qui va s'installer sur le Mali. Ben, écoutez... Un califat à la tête duquel serait l'imam d'Iko. Mes détracteurs, je respecte leur opinion, je ne peux pas leur empêcher de penser de moi ce qu'ils veulent, c'est leur droit. Ça, je ne peux pas refuser cela. Nous sommes dans un État démocratique, c'était un débat qui est là et chacun dit ce qu'il pense de l'autre. C'est tant mieux. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, la refondation dont on parle, ça veut dire effectivement que les fondements de notre État sont atteints. Il faut avoir le courage d'abord de cela. Nous avons ce pouvoir-là d'abord qui est la justice. Aujourd'hui, tous les problèmes que nous avions, le problème des litiges fonciers, etc., tout cela aujourd'hui résulte de quoi? C'est la justice qui est mise en cause. Au lieu de rester tout le temps et mettre cette justice en cause, ou bien les juges en cause, c'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont fait. Non. Pourquoi? Parce que c'est des hommes. Ils sont comme nous. Vous ne pouvez pas donner tout ce pouvoir à quelqu'un et lui demander d'aller passer la nuit sans manger et que son enfant ne puisse pas aller à l'école. Non. Si vous lui donnez ce pouvoir-là, il faut le mettre dans un cadre qui peut le protéger lui-même. Donc vous pensez à des juges super payés? Mais qu'on le fasse, si ça doit vraiment les mettre à l'abri de certaines tentations aujourd'hui qui font des problèmes pour l'état de droit malien. Tout le monde se plaint des juges. Pourquoi? C'est une réalité. On se plaint des juges. Mais ce pouvoir qu'ils ont, qui leur a donné ça? C'est le peuple malien. Vous ne pouvez pas donner tant de pouvoir à quelqu'un et ne pas le mettre dans un cadre où il va être protégé lui-même. Le protéger contre soi-même, parce que la tentation est grande pour un homme. Quand vous avez un tel pouvoir et que dans votre condition de vie, vous êtes là, c'est précaire, c'est comme l'autre côté, l'autre pouvoir qu'on appelle, je ne sais pas, troisième pouvoir ou quatrième pouvoir qui est la presse. Mais c'est un pouvoir énorme. Aujourd'hui, dans notre système, la presse est là, a le droit de critiquer, de donner des points de vue, souvent difficiles. Mais c'est donné parce que nous avons voulu ça comme ça. C'est le peuple qui a voulu ça comme ça. Mais vous ne pouvez pas demander à une presse qui a un tel pouvoir, mais qui vit une telle misère, qui peut nuire et d'aller passer la nuit sans manger
et puis de vous faire un truc, de respecter la déontologie, de respecter l'éthique, de respecter... Il ne peut pas le respecter avec le ventre creux. C'est pas possible. On ne le met pas dans les conditions. Ce qu'on donne à la presse là, c'est des miettes. Ça ne sert à rien. Donc vous êtes partisan d'une presse assez bien dotée? Mais si vous n'avez pas une presse bien dotée, qui n'est pas dans les conditions, vous ne le mettez pas dans les minimums, vous ne pouvez pas vous demander à cette presse de respecter la déontologie, de respecter telle ou telle chose, alors que c'est un pouvoir, parce que ça peut non seulement construire, mais ça peut détruire, ça peut nuire. La presse, c'est un pouvoir extrêmement fort qui peut détruire un pays. Il suffit de quelques propos pour qu'il y ait tout. Aujourd'hui, personne ne peut les toucher parce que nous avons un système qui dit qu'il y a la liberté d'expression. Si quelqu'un vous fait ceci, il faut l'amener à la justice, etc., etc. Et toute la presse se met ensemble. Si demain je parle de Sampi, toute la presse va se mettre sur mon dos. Non seulement la presse nationale, et peut-être même internationale. Et tous les pouvoirs ont peur de ce pouvoir. Mais il faut aussi les protéger en leur donnant au moins le minimum. Parce que si les gens qui vivent dans cette précarité, dans cette misère, et vous leur demandez d'être de juste, d'être... Moi, si c'était moi qui décidais, l'argent qu'on donne aux partis politiques, l'aide aux partis politiques, au lieu de donner ça aux partis politiques, j'allais peut-être donner ça à la presse. Les partis politiques, c'est eux qui demandent le suffrage des gens, c'est eux qui sont là, les élus, ils sont députés, ils sont maires, ils sont présidents, ils sont ceci, ils sont cela. Et en plus, on leur donne de l'argent encore. Moi, je pense, la presse, est vraiment sur le parent pauvre de notre système. Tout cela, aujourd'hui, doit être débattu, doit être revu. Voilà, on doit pouvoir en parler, parce qu'il ne sert à rien aujourd'hui de vouloir dépasser tout cela, on ne veut pas aller en profondeur, on ne veut pas débattre, tout le monde a peur d'en parler, parce que si vous en parlez, bon, on vous taxe de ceci ou de cela. On peut dire ce qu'on pense de moi, c'est le droit des gens de me critiquer, je suis critiquable, comme je le dis, je suis perfectible, je ne peux pas dire que moi, tout ce que je dis, non. Mais je donne mon point de vue, je donne mon avis par rapport aux questions qui minent aujourd'hui l'existence même de notre pays. Si on ne trouve pas de solution pour l'éducation, on ne trouve pas de solution pour la santé, on ne trouve pas de solution pour la justice, mais de quel État parle-t-on? On ne peut pas. Alors, Imam Dicko, parlons d'État. Aujourd'hui, nous avons un pays presque fractionné, il faut l'avouer. Le nord, le centre est sous l'emprise des djihadistes. D'aucuns pensent dans certaines chantelleries que c'est vos amis. Et l'hivernage arrive, on n'arrive pas à cultiver. Alors, qu'est-ce que l'imam Dicko pense de tout cela? Il pense que c'est mes amis. Iya Koufa sont les amis de l'imam Dicko. Mais ils sont les amis de tout le monde. Vous m'excusez vraiment du terme. C'est cette hypocrisie que moi je refuse. Je ne peux pas nier aujourd'hui que je connais Iyad ou que je connais Amadou Koufa parce qu'aujourd'hui il y a un problème qui est là. Je les connais, ils étaient à Bamako ici. Iyad était là, il était dans le parti majoritaire ici. Il a été élu, il a travaillé à Koulouba ici, mais qui ne le connaissait pas? Et il a des parents, il a des proches qui sont là. Moi, je le dis à d'autres occasions, je ne justifie rien, mais je le dis. Je n'ai jamais passé 30 minutes avec Iyad en train d'échanger. Ça n'est jamais arrivé dans ma vie. Mais je ne peux pas nier que je le connais. Ceux qui ont passé du temps, qui ont mangé de Michou avec lui, qui ont échangé avec lui, qui ont partagé le même parti avec lui, et ses propres parents et proches qui sont là, c'est parce qu'aujourd'hui il y a, je ne sais pas, une situation, les gens nient qu'ils connaissent X ou Y. Non, moi je ne le fais pas. Imam Mohamed Dicko, aujourd'hui la tendance est de négocier avec eux. Êtes-vous partisan de cette démarche? Écoutez, moi je l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché. Je dis qu'il faut négocier avec les gens. Quand je parle de négociation, il faut comprendre d'abord ce que je veux dire. Nous avons aujourd'hui dans le centre, dans le delta central du Mali, une situation qui est là, parce que ces djihadistes, ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas eux qui administrent eux-mêmes. Ils ne sont pas eux-mêmes les responsables de cette situation de gestion. Ils ont conquis des endroits, mais ils ont réhabilité ce qui était là. Les légitimités qui étaient là,
traditionnels, ils ont confié la gestion de ces endroits à eux, à ces gens-là. Les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, les chefs religieux, ces gens-là, ils ont créé une situation qui leur a valu la sympathie de ces gens-là, qui avaient beaucoup de problèmes avec notre administration. Et aujourd'hui, c'est eux qui gèrent. Ces djihadistes sont en brousse, ceux qui gèrent même. Ce sont les mêmes légitimités. Pourquoi ne prendront-on pas langue avec les populations, les chefs de communautés, les leaders de communautés, les chefs religieux et autres? Parlons avec eux. Mais dans le viseur de nos partenaires, ils pensent que c'est une faiblesse de l'État d'aller négocier avec des djihadistes qui assassinent, qui tuent. Mais en réalité, nos gens n'ont pas compris ce que notre démarche. Nous avons d'abord dit, le fait de dire de négocier avec eux, ce n'est pas en réalité aller même nous asseoir avec eux personnellement. C'est leur environnement dans lequel ils évoluent. Ces chefs traditionnels qui sont là, les chefs de pâturage qui sont là-bas, ces gens-là qui aujourd'hui ont de la sympathie pour eux, parlons avec eux pour les mettre dans les girons de l'État. Parce que l'absence de dialogue avec ces communautés aujourd'hui fait que les partenaires de ces communautés sont devenus forcément les djihadistes. Et ça, ce n'est pas une bonne politique. Voilà la raison pour laquelle nous avons parlé de démarche. C'est des approches qui sont là. Eux, ils sont ailleurs. Ils ne connaissent pas la réalité de notre pays. Nous sommes nés dans ce tiroir. Nous les connaissions, nous connaissons la sensibilité. Nous savions quelle approche il faut faire pour parler avec ces gens-là. Êtes-vous prêt à être une croix de transmission comme vous avez tenté à un moment sous le régime Ibeka? Mais je l'ai tenté de tout le temps. Et je suis disposé encore à le faire si on me le demande. Je pense réellement qu'aujourd'hui, on devrait faire confiance à ce peuple-là. Et ce que moi, je n'ai pas aimé, que d'autres nous disent, nous dictent ce qu'on doit faire chez nous, dans notre pays. Ils peuvent être nos partenaires. On ne peut pas nier ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où personne à lui seul ne peut faire quelque chose. Vous êtes obligé de faire avec les autres. Et surtout des partenaires avec lesquels nous avons des relations historiques, stratégiques de très longtemps, qui sont solides. On n'est pas dit. On sait aujourd'hui que personne, que vous soyez une puissance ou je ne sais quoi, vous avez besoin de l'autre. Mais que dans notre pays, nous ne puissions pas avoir une politique, une stratégie qui nous appartient, qui est nationale, que nous-mêmes on définit pour nous, pour dire que dans notre crise, voilà la solution que nous avons trouvée pour nous. On n'en a pas. Mais nous allons nous asseoir pour attendre que les gens viennent nous dicter ce qu'on doit faire dans nos maisons, chez nous ici. Mais comment on peut penser que le peuple malien est tombé si bas, à tel point qu'on ne peut pas, dans une crise qui nous concerne, qui est notre crise, ceux qui sont là, porteurs d'armes, sont nos enfants à nous. Nous ne pouvons pas trouver une solution pour dissuader ces enfants, pour parler avec eux, au moins une partie, pour leur dire non, écoutez, ce que vous êtes en train de faire est une aventure sans issue. Vous nous refusez même d'avoir l'attitude de penser, de croire, de concevoir, d'avoir une stratégie qui nous est propre dans nos propres pays. Et moi, je crois que ça, moi, je ne sais pas. Parlant de ce point de vue, Imam Dicko, une des sorties où une koutouba dans votre mosquée avait été sortie et dans laquelle vous fustigez qu'il ne fallait pas remplacer un partenaire par un autre pour prendre le mal à la place du pire ou de prendre le pire à la place du mal, Imam Dicko. Oui, moi, ce que je veux, je voulais dire, peut-être que je n'ai pas été compris, les gens sont libres vraiment d'interpréter mes propos comme eux, ils pensent. Mais moi, dans ma pensée, c'était quoi? C'est qu'il faut qu'on ait une certaine autonomie de pensée, qu'on ait notre propre approche et notre propre stratégie pour cette crise qui se vit chez nous, que nous vivons nous. Donc, moi, cette tendance à vouloir tout porter sur les autres, pour dire il faut chasser les Français, il faut amener les Russes, il faut amener les Américains, c'est un débat. Mais l'essentiel pour moi d'abord,
Tout cela ne peut pas résoudre notre problème tant que nous, entre nous, on ne se met pas ensemble, tant que nous-mêmes, on n'est pas conscient aujourd'hui que quel que soit ce que les autres vont faire pour nous aider, il faut que nous-mêmes, on soit là, qu'on prenne notre destin en main. Il ne faut pas mettre dans la tête des jeunes gens, de cette génération montante, que l'avenir de notre pays appartient à d'autres et que c'est d'autres qui doivent décider pour nous. C'est eux qui peuvent nous sauver. Non, c'est d'abord nous. L'avenir de notre pays, tout ce qu'on a aujourd'hui, le problème de notre pays, c'est d'abord nous. C'est pour cela, moi, je dis, pensez, bon, on veut nous glorifier pour parler du passé, on pense du futur, mais c'est le présent là qui importe. Je veux vous dire, c'est l'autre là qui l'a dit, je crois, un penseur, est-ce que ce n'est pas Bouddha qui a l'habitude de dire, il a dit ne démarre pas dans le passé, ne rêve pas du futur, mais concentre tout ton esprit sur le présent. Sur le présent. Sur ce présent-là, si on ne concentre pas nos esprits, vraiment, concentrons-nous sur ce qui se passe aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé hier est passé. Nous devrons tirer les leçons, c'est vrai. Ce qui va venir, ça va venir. Mais tout cela, c'est aujourd'hui. Et si ce présent-là, on ne prend pas ça en main, et on pense que c'est les autres qui doivent le faire pour nous, ça, je crois qu'on ne s'en sortira pas. Hein. Donc l'imam Diko n'est pas anti-français, francophobe. Ben écoutez, moi je ne suis anti-rien. Je ne suis pas anti-français, je ne suis pas anti-russe, je ne suis pas anti-américain, je ne suis pas anti-quelqu'un d'autre. Non, comme le disent les Bambara, mais RFO, non, c'est pas puisque je demande aux Maliens qu'on se mette ensemble que je suis anti-X ou anti-Y. Non, je ne pense pas comme ça. C'est comme aujourd'hui, les pays voisins, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Le Mali est un pays d'intégration. C'est un pays aussi d'immigration. Nous voyageons beaucoup. Nous sommes un peu partout. Tout ce qui nous entoure ici sont nos proches, ce sont nos parents. Nous sommes les mêmes. Le Mali est un grand peuple, c'est une grande nation. C'est le Mali des empires. Donc tout ceci. Ces pays qui nous entourent, je suis sûr et certain que ces pays, le Car ou le Tchad, sont d'origine malienne. Personne n'est nos ennemis parmi ces gens-là. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ils ne sont pas nos ennemis, ils ne sont pas nos adversaires. Il peut y avoir des incompréhensions, ça peut se trouver même dans une famille. Mais l'essentiel pour moi, c'est de se concentrer tout notre esprit sur le présent. C'est-à-dire que la situation qu'on vit au Mali, qui prévaut aujourd'hui, doit nous commander aujourd'hui de puiser dans notre fort intérieur pour chercher la solution en se mettant ensemble. En se mettant ensemble. Je le dis, je le redis, en se mettant ensemble. Ce n'est pas éparpillé, divisé, rancunier, haine dans les cœurs qu'on peut trouver la solution pour notre pays. Non. L'imam Diko, vous avez demandé le changement. Oui. Vous avez lutté pour le changement. Et le changement a été opéré dans la gouvernance. Est-ce que vous ne vous sentez pas redevable vis-à-vis du peuple pour la suite des événements? Ben écoutez, quel que soit le changement qu'on va opérer dans ce pays, si tu transformes ce pays en or, l'imam Diko se sentira toujours redevable. Moi, je ne peux pas payer ce peuple malien. Je ne peux pas rendre à ce peuple ce qu'il m'a donné. Ce n'est pas possible. Vous avez parlé de martyrs, les gens qu'on a tués devant ma porte. Vous partez tout de suite devant ma porte, vous allez trouver des jeunes gens qui sont assis là-bas. Il y a plus de 10 ans, ces jeunes gens-là sont toutes les nuits devant ma porte. Ils sont là-bas. Ça n'a pas commencé avec les événements. Ils sont tout le temps là-bas. Ce que ces gens-là m'ont donné, je ne peux pas, moi, les rendre ça. C'est pour cela que je me sentirai éternellement redevable vis-à-vis de ce peuple malien. L'imam Diko, parlant de jeunes, il y a quelques jours, vous avez parrainé un événement parlant de drogue. C'est un phénomène que le Mali connaît aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? C'est vrai, je l'ai parrainé
Si j'ai une préoccupation aujourd'hui, c'est vraiment cette jeunesse. C'est vraiment cette jeunesse. La drogue est devenue un fléau mondial, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour justifier ce qui se passe. Il y a un relâchement à tous les niveaux, et des autorités, et des parents, et de tout le monde. Parce que ce n'est pas une catégorie de personnes qui doit lutter contre la drogue. C'est tout le monde qui se met ensemble pour mener cette lutte et la gagner. Nous sommes inondés. Ça vient de partout, ça rentre de partout. Et notre jeunesse aujourd'hui est atteinte. Quand j'ai entendu ce qui m'a été dit, pour dire que 70% des jeunes de moins de 20 ans dans notre pays ici ont goûté la drogue. Surtout à Bamako. Mais ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Parce que pour détruire un pays, il y a des cibles qu'il faut détruire. Si vous arrivez à détruire la jeunesse, vous avez les femmes de votre côté, vous les manipulez, ça veut dire que vous avez la société et vous pouvez la détruire comme vous voulez. Notre lutte, en parlant tout le temps de la jeunesse, en parlant des femmes, n'est pas un mépris pour ces catégories-là. Non, c'est surtout une préoccupation. Ce n'est pas aussi parce que nous pensons que c'est des catégories qui ne peuvent pas se protéger elles-mêmes, non. C'est parce que nous savions aujourd'hui qu'elles sont devenues des cibles. Et aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est là, qui vit ce qu'elle vit aujourd'hui. Et le problème, même ce problème du djihadisme dont on parle, c'est la déperdition de la jeunesse. Aujourd'hui, et si tu sors ces jeunes gens qui sont là-bas, ce n'est pas des talibés, ce n'est pas tous des gens qui ont passé par les écoles coraniques ou les médersa, etc. Non, il y a des bergers, il y a toutes sortes de gens là-dedans. Il y a beaucoup de désœuvrés dans cette situation-là. Quand la jeunesse n'est pas orientée, la jeunesse n'est pas encadrée, il n'y a pas de politique pour la jeunesse, il n'y a pas de perspective pour la jeunesse, mais il faut s'y attendre à ce qui se passe dans le Sahel tout entier, pas seulement dans notre pays. C'est pour cela, aujourd'hui, soit cette jeunesse se donne à la drogue, soit la jeunesse traverse le Sahara pour aller faire des rencontres comme ces vendeurs d'illusions et autres là, qui les prennent sur ces endroits-là, ou bien ils vont aller sur la Méditerranée, qui est devenue aujourd'hui une cimetière pour notre jeunesse. Parce que dans leur tête, l'avenir n'est pas là. Ce n'est pas chez nous qu'il y a l'avenir. Il faut refuser cela. C'est ici qu'il y a l'avenir. Les autres veulent venir chez nous puisqu'ils savent que c'est ici qu'il y a l'avenir. Mais en faisant en sorte que notre jeunesse quitte les bras valides qui sont là, les têtes pensantes qui doivent être là, aillent ailleurs et pour donner vraiment un terrain fertile à d'autres pour venir. Je crois que ça, c'est un risque dans lequel les pays africains, notamment les pays du Sahel, sont aujourd'hui. Il n'y a pas de politique commune dans ce sens. Donc un nouveau chantier s'ouvre pour l'alerteur que vous êtes, l'imam Dicko? Écoutez, j'alerte tout le monde. Je pense réellement que je suis d'accord qu'il y ait G5 Sahel. On met les forces ensemble pour lutter, mais on devrait aussi mettre les intelligences ensemble pour encadrer notre jeunesse. Ce n'est pas la force des armes seulement qui peut faire un pays ou une région ou une sous-région. C'est la force des idées. Pourquoi notre jeunesse se donne à de telles pratiques? Nous devrons aujourd'hui nous poser cette question. Ce n'est pas seulement à chercher vraiment à réprimer. Non, il y a des questions aujourd'hui qui méritent d'être posées. Pourquoi notre jeunesse aujourd'hui pense que pour s'exprimer, pour donner son avis, il faut aller prendre des armes pour nous imposer leur point de vue, leur façon de voir? Ils n'étaient pas comme ça hier. Ça, c'est venu tout près. Pourquoi aujourd'hui, avec une telle facilitation, la jeunesse s'engouffre dans ça? Pour quelles raisons? Mais nous devrons vraiment nous poser des questions comme ça. Mais le débat n'est jamais là. Le débat n'est jamais là. Tous les débats que nous avions, c'est des débats des élections. Comment est-ce qu'il faut avoir le pouvoir? Comment est-ce qu'il faut être réélu et réélu? 3e mandat, 4e mandat, 5e mandat. C'est tout le débat est concentré sur ça.
toutes les querelles que nous avions dans nos pays sont concentrées autour de comment exercer le pouvoir. C'est tout. Le monde est devenu digital, l'information instantanée. Et c'est là en tout lieu, en tout temps, pourvu que vous soyez connecté. Ça, Mali Online l'a compris. Connectant le Mali au monde entier, vous avez l'information comme vous ne l'avez jamais eue. Du Mali vers le monde, du monde vers le Mali. Confiez-nous vos produits et vous aurez le monde à portée de main. Mali Online avec vous depuis plus d'un an, au cœur de l'actualité malienne pour vous, avec vous et grâce à vous. Mali Online, le vrai visage de l'actualité digitale à partir du Mali. Alors, l'imam Dicko, à vous entendre, le chantier est vaste, les défis sont énormes. Est-ce que vous êtes pour une prolongation de la transition en vue de mettre les balises d'un Mali sain avec des élections bien organisées, avec des vrais débats organisés autour des préoccupations du pays? Ben écoutez, prolonger ou ne pas prolonger une transition, ce n'est pas l'imam qui doit vraiment parler de ça, c'est le peuple malien qui doit donner son point de vue par rapport à ça. Et je pense que l'imam est un élément, c'est un individu, au moment opportun, si on doit vraiment dire quelque chose par rapport à ça, l'imam dira ce qu'il pense. Mais c'est trop tôt et c'est prématuré. Le Mali a pris des engagements. Faisons tout pour respecter les engagements que nous avons pris pour nous et pour les autres. Voilà. Donc à l'impossible, il y aura une autre appréciation. Ben écoutez, ça, c'est un autre débat. Nous verrons ça après. L'imam Mahmoud Dicko, des accords d'Alger, on va parler un peu. L'impasse, incompréhension, la communauté internationale demande à l'appliquer coûte que coûte. Au Mali, toutes les parties demandent à réviser et nous avons les autorités qui veulent respecter les accords et appliquer. Des accords d'Alger, quel est votre avis définitif? Moi, je suis quelqu'un qui respecte vraiment la parole donnée. Nous sommes un pays souverain qui a signé des accords. Faisons tout pour respecter ce qu'on a signé. Maintenant, c'est une œuvre humaine. Si dans l'application, dans la mise en œuvre, il y a des problèmes, ceux qui sont là en face de nous, ce n'est pas des étrangers, c'est des Maliens comme nous. Nous allons nous mettre ensemble pour voir comment est-ce qu'il faut faire la mise en œuvre et faciliter cela. Parce que l'accord, on le fait pour nous-mêmes. Ce n'est pas un accord qu'on fait pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'accord qui va faire de ces gens de Kidal, de Taoudeni. Ce n'est pas l'accord qui va faire leur malianité. Ils sont des Maliens. L'accord a trouvé qu'ils sont des Maliens et l'accord ne va rien changer dans ça. Ils sont Maliens avant les accords. Moi, je leur ai dit, il ne faut pas demander la permission à quelqu'un pour que vous soyez des Maliens. Ce n'est pas les accords qui vont faire de vous des Maliens. Vous êtes des Maliens avant les accords. Les accords, c'est un instrument tout simplement pour mettre en œuvre ce sur lequel nous sommes d'accord pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Je crois qu'aujourd'hui, l'atmosphère est détendue. Nous avons des éléments signataires qui sont dans le gouvernement, qui sont dans le CNT, qui sont ailleurs. Donc, il y a de bonne foi de part et d'autre. Et pourquoi aujourd'hui on remet encore ces débats-là pour rentrer dans les détails alors que le diable est dans le détail? Je crois qu'on n'a pas besoin de détails. Nous avons signé quelque chose, maintenant c'est la mise en œuvre qui est
qui est problème. Il est problème, la mise en œuvre est problème aujourd'hui, parce que le pays même est dans une situation d'impasse qui n'est pas cachée, qui est là. C'est un problème, c'est réel. Et il faut trouver vraiment les voies et moyens pour sortir de l'impasse, pour avoir le courage de poser les actes. Et il ne faut pas que les accords soient supportés par une partie contre l'autre. Non. Vous avez signé, c'est vous seulement. Aujourd'hui, l'accord, c'est l'affaire de tout le monde. Nous devrons, la mise en œuvre, on doit le faire ensemble. Ce n'est pas une partie qui doit faire la mise en œuvre, l'autre partie attend. Ah, vous avez signé, on vous attend, il faut que vous fassiez ça. Non. Nous avons signé notre accord qui nous appartient tous. On se met ensemble aussi dans la mise en œuvre. S'il y a des difficultés, on est tous conscients des difficultés, nous saurons comment trouver des solutions à ces difficultés. Moi, je crois que aujourd'hui, l'accord ne doit pas être un débat. Non. Quel débat on va faire? Nous sommes un pays souverain qui a signé devant le monde entier pour dire qu'on se respecte, on respecte nous trouvons une solution entre nous, mêmes frères. Cet engagement que nous avons pris tous. Mais il faut que les Maliens, entre nous, nous puissions vraiment être capables de respecter ce qu'on s'est dit soi-même. Imam Dicko, un dernier point, il y a un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. C'est la situation du Mali et du Tchad. Je vais vous amener un tout petit peu dans la diplomatie. Alors on parle de 2 poids 2 mesures. Le coup d'État du Mali condamné, sanctionné, et le coup d'État du Tchad autorisé. Au Mali, on en parle. Dans la sous-région, on en parle. On aimerait bien avoir l'avis de l'imam Dicko sur ce sujet de 2 poids 2 mesures. Vous avez dit, je ne suis pas un diplomate, je ne suis pas un politologue. Je préfère vraiment ne pas me prononcer sur un tel sujet. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. C'est surtout celui du Mali que je connais. Il y a eu un coup d'État chez nous, c'est vrai. Ceux qui ont condamné, ils ont condamné. Mais maintenant, les raisons, les tenants, les aboutissants de ce qui se passe au Tchad, je n'ai pas les éléments d'appréciation par rapport à ça. Je préfère ne pas me prononcer. Imam Dicko, 1 an, jour pour jour, après votre sortie de votre mosquée, les choses ayant changé, vous êtes retourné dans votre mosquée. 1 an après, est-ce que vous avez un regret? Est-ce que vous avez de l'espoir? Et si c'est à refaire, est-ce que vous le referez? Écoutez, ce que j'ai dit est clair. Par rapport au peuple malien, à son bien-être, il n'y a pas de sacrifice que je ne puisse pas faire. Donc, si demain je dois faire quelque chose pour le bien-être de ce peuple malien, je le ferai. Je le ferai. Et je ne regrette pas qu'il y ait eu changement. Et j'ai de l'espoir aussi que ce changement va apporter quelque chose. C'est difficile, mais il faut l'endurer, cette situation. Mais après cela, Inch'Allah, comme on le dit, après cette grande pluie, il y aura le beau temps après. Et moi, j'ai de l'espoir. Je crois aux jeunes maliens. Je crois en leur capacité. Je ne désespère jamais de ce grand peuple, de cette grande nation du Mali. Je sais qu'il y a eu de hauts et de bas, il y a des situations difficiles, mais le Mali trouvera le chemin et la voie qu'il faut pour restaurer sa grandeur. J'y crois. L'imam Dicko, on parle beaucoup plus de corruption. Vous avez touché à beaucoup de points qui parlent de ce sujet. Aujourd'hui, c'est un sujet qui tient à cœur. On parle de ceux qui ont détourné leur arrestation, le cocaïne et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que l'imam pense de ce sujet et de ses conséquences aujourd'hui? Bon, le sujet, il est réel, il est préoccupant. Et moi, je pense réellement que depuis un certain temps, c'est des sujets qu'on prend, c'est des slogans. C'est des slogans. Mais on n'est pas sincèrement rentré dans une véritable lutte contre la corruption. Je crois que les gouvernants successifs qui ont passé, chacun, en un moment donné, a pris le slogan pour essayer de berner l'opinion. Mais ça ne résout pas le problème de la corruption. C'est un fléau aujourd'hui. C'est même une pandémie.
C'est une corruption à ciel ouvert. C'est fini, ce n'est plus une corruption, mais ce n'est pas une corruption que dans le système, mais c'est le système qui est devenu aujourd'hui corruption. Et pour cela, il faut nécessairement qu'on ait le courage de prendre le taureau par les cornes. Et ceux qui doivent donner l'exemple dans ça, ce n'est pas le balayeur, ce n'est pas le gardien qui est à la porte, c'est ceux qui ont la main dans la pâte. C'est les responsables et les premiers. Vous savez, ce n'est pas l'enseignant, ce n'est pas l'aide-soignant qui gère des milliards. Ceux qui gèrent des milliards dans notre société et dans notre système, en tout cas étatique, sont connus. Tu peux le compter sur le bout du doigt. Mais s'il y a un problème de corruption aujourd'hui qui devient presque endémique, qui ne peut pas, pour lequel on ne trouve pas de solution, c'est puisqu'il n'y a pas de volonté pour lutter contre cette corruption. C'est ça la réalité. Elle est difficile à dire, cette réalité, mais c'est ça. C'est une corruption voulue, entretenue par ceux qui ont l'appareil de l'État, pour des raisons qu'eux, ils savent. Et aujourd'hui, le système est devenu comme ça, et ça a donné lieu à quelque chose qui a détruit le fondement de l'économie de notre pays. Aujourd'hui, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas de... Tout est basé sur des marchés qu'on prend au niveau de l'administration. Et tout le monde est accroché à l'État. Parce que les gens ont trouvé que c'était vraiment le raccourci pour immédiatement se faire beaucoup d'argent. Et ce système-là, aujourd'hui, est connu de tout le monde. Vous rencontrez des jeunes gens, des femmes qui te disent, moi, je vais chercher un marché, je vais faire ceci, tout le monde. Nous sommes un peuple commerçant qui se débrouille, qui vend, qui achète. Mais aujourd'hui, on a changé de système. Tout le monde rentre dans le système étatique. Les gens ne travaillent que par les marchés parce que c'est facile pour les gens d'avoir beaucoup d'argent. Ça, là, il faut renverser cette situation, cette façon de faire. Et aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de caché. Tout le monde le sait. Notre corruption, ce n'est pas la corruption de celui qui va venir et chercher telle chose. Non. Non, pas du tout. C'est une corruption étatique avec certains cols blancs, connus par tout le monde, auxquels on donne et on va les rencontrer de l'autre côté très rapidement. Et voilà. Et tout le système économique aujourd'hui est entre leurs mains. C'est l'État qui détient le monopole de l'économie. Et c'est avec l'État que cette corruption-là a pris corps, qui a même détérioré le génie et le savoir-faire de nos commerçants. C'était très fort dans le commerce. En dehors du commerce informel aujourd'hui, il n'y a pas de grands commerçants. Il n'y a que des gens qui traitent, qui font des marchés, qui font ceci, qui font cela. Donc il faut revoir. C'est sensible, c'est difficile à dire souvent, mais il faut qu'on accepte vraiment d'aller en profondeur de ces choses-là. Comme je l'ai dit, une corruption voulue et entretenue par ceux qui ont l'appareil de l'État. Et comment lutter contre ça quand eux-mêmes n'ont pas, en réalité, la volonté de lutter contre ça? C'est eux qui détiennent l'appareil. C'est eux qui font la corruption. L'imam Dicko, une dernière question. Il y a 8 ans, je vous posais une question, tout ça n'était pas arrivé. J'avais dit, pour la réconciliation au Mali, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous me sortiez que c'était dans le cœur que ça se passe. Aujourd'hui, c'est à quel niveau? Oui, la réconciliation, les Maliens peuvent la gagner. Nous avons beaucoup d'outils pour faire la réconciliation. Nous sommes un peuple merveilleux. Nous ne sommes pas belliqués, nous ne sommes pas rancuniers. Vous savez, c'est ce qui a été notre chance. Malgré tous ces problèmes qui est là, communautaires, entre des gens, mais les gens, il n'y a pas de haine entre les ethnies, entre les races, entre les religions. Ça n'existe pas chez nous. Donc nous sommes un peuple tolérant. Quoi que l'on dise aujourd'hui, il y a eu des comportements qui font que les choses changent ici et là.
Mais le fondement du peuple malien est un fondement de tolérance réelle. Donc la réconciliation, ben, on peut le faire. Tous ces problèmes-là aujourd'hui, c'est politique. Il faut qu'on soit d'accord sur ça. Le problème de la réconciliation du peuple malien est un problème politique. Sinon, les communautés, les races, les ethnies, les religions, il n'y a pas de différence entre nous. Il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de choses. Tous les problèmes que nous avions, c'est des problèmes qui résultent des problèmes politiques. Et aujourd'hui, les acteurs politiques, l'élite politique malienne a une responsabilité dans la réconciliation de ce peuple malien. Il faut que les politiques aussi se mettent ensemble. Et l'élite, de façon générale, aussi bien les religieux élites que l'élite politique, l'élite intellectuelle, c'est tout le monde ensemble aujourd'hui qui doit faire cette réconciliation. Et nous pouvons la gagner. Parce que nos peuples restent encore vraiment un peuple merveilleux et formidable, qui n'est pas un peuple rancunier, où la haine, les gens qui ne peuvent pas vivre ensemble, comme ça se voit ailleurs, non. Sous ces notes, l'imam Dicko, nous terminons ce débat et nous vous remercions. Mesdames, Messieurs, c'était le grand débat de Mali Online, votre plateforme digitale émettant du Mali vers l'étranger, l'étranger vers le Mali, chaque fois avec un invité de taille pour décortiquer l'actualité politique, économique de notre pays. Mesdames et messieurs, à la prochaine, Inch'Allah, sur toutes nos plateformes de Mali Online au Mali.